Bon, je vous le dis mes French garçons, aujourd'hui on va très clairement se chier dessus beaucoup plus que les autres fois. Je vous remercie pour toutes les histoires d'horreur que j'ai reçues sur mon Instagram qui s'affiche d'ailleurs juste ici. Si vous arrivez à un truc horrible dans votre vie, n'hésitez pas à me l'envoyer. Pour les nouveaux abonnés ou les gens qui regardent cette vidéo qui ne connaissent pas du tout la chaîne, je raconte les histoires d'horreur qui vous sont arrivées à vous, mes abonnés, et c'est juste terrifiant. D'ailleurs, j'en lis environ 30, allez, jusqu'à peut-être 50 par soir, ça me prend un temps fou, mais j'essaye vraiment de tous vous lire. Et là, j'ai dégoté les deux plus grosses pépites de cette semaine, c'est un truc de malade. Ce qui leur est arrivé, très clairement, personne ici, même pour 1 milliard d'euros, ne veut que ça lui arrive. Voilà, je vous le dis. Je l'ai dit. Ah oui, bah là, vous verrez. Ah oui, il faut que je vous dise un petit truc. Pas du tout drôle d'ailleurs. En fait, 90% des gens qui regardent mes vidéos, je viens de regarder les stats, soit 9 personnes sur 10 ne sont pas abonnés à la chaîne. Putain de merde! Toi, t'es pas abonné à la chaîne? T'es pas abonné à la chaîne? T'es pas abonné à quoi, toi? On se calme, seulement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez les vidéos. Afin de n'en manquer aucune, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la cloche des notifications pour savoir dès que je sors une vidéo comme celle-ci, pour l'avoir dans les premiers et m'envoyer vos histoires d'horreur. Évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à la liker. Et tu t'abonnes! Sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la première histoire d'horreur qui est arrivée à une abonnée qui souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons donc Emmanuel. C'est parti. Emmanuel habite en campagne. Encore une fois, j'ai l'impression que toutes les histoires d'horreur qui se passent aujourd'hui sont soit en campagne, soit en appartement. Maison de ville, apparemment ça va, donc si vous avez une maison en ville, chill. Ou même pas en fait, parce que vous allez voir après. Emmanuel habite en campagne, dans une maison vraiment assez grande. Elle nous explique qu'elle vit avec ses deux parents et qu'elle est fille unique. Au moment où l'histoire se passe, Emmanuel est en 3e et au collège depuis quelques mois. Ça ne parle plus que d'une chose, c'est d'une secte. Parce qu'en fait, Emmanuel nous explique que son collège se situe à côté d'une forêt immense et où personne ne va jamais parce qu'apparemment elle serait dangereuse. Donc le collège interdit même aux élèves de sortir par ce côté-là du collège parce que la forêt est beaucoup trop dangereuse apparemment. Il y aurait eu plusieurs faits divers qui s'y seraient passés, on veut pas en savoir plus de toute façon. Cependant, il y a un fait divers qui est arrivé il y a quelques mois, ce serait seulement une rumeur où il y aurait apparemment une secte qui ferait certains sacrifices ou des choses comme ça. Déjà, c'est horrible, tu le sais là que tu vas te chier dessus, c'est horrible. Emmanuel essaye de ne pas trop prêter attention à ces trucs là, surtout que tous ses potes n'arrêtent pas de lui envoyer des snaps, des trucs sur Insta par rapport à ça, vu que Emmanuel habite exactement à côté de cette forêt, c'est-à-dire que c'est la première maison en sortant de la forêt. Cependant, Emmanuel n'est jamais allé dans cette forêt de par l'interdiction totale et totalement compréhensible de ses parents qui lui disent si tu y vas, c'est tatane d'engueule, tu fermes ton claquet, tu restes là. Qui est tout à fait normal, les parents, good job pour l'instant. Bref, Emmanuel nous dit qu'elle n'y est jamais allée, les mois passent, il ne se passe rien de spécial, on arrive au mois de mai, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et les parents d'Emmanuel décident de partir en week-end en amoureux, sachant qu'Emmanuel à ce moment-là, à 15 ans, est totalement autonome, elle peut se faire à manger, Netflix and chill tu coco, elle va passer son meilleur week-end, elle pense même à inviter quelques amis à elle, mais bon, elle se retrouve toute seule pendant ce week-end, et le samedi matin, ses parents s'en vont, et elle se retrouve toute la journée, toute seule, ainsi que le dimanche d'après. Emmanuel vit sa meilleure vie, elle est tranquillement en train de regarder Netflix, tout se passe bien, jusqu'au soir où son chien commence à avoir un comportement un petit peu bizarre. Elle nous explique que son chien reste vraiment collé à elle. C'est-à-dire qu'Emmanuel regarde Netflix à ce moment-là. Si vous voulez plus de précision, apparemment elle regardait La Casa des Papel, voilà. Et son chien vient se mettre sur ses genoux. Son chien généralement reste dans sa coucouche qui se trouve à l'autre bout du salon et ne vient jamais se coller à Emmanuel quand elle est sur le canapé ou des choses comme ça. Donc déjà, petit truc vraiment chelou à ce niveau-là. Emmanuel passe outre et se dit que peut-être qu'il a besoin d'attention vu que ses parents sont pas là, ce qui est totalement compréhensible en réalité. Donc elle décide d'aller se coucher aux alentours de minuit, 1h du matin, après avoir regardé une bonne partie des épisodes de sa série. Emmanuel va se coucher, rien d'anormal se passe, elle s'endort tranquillement, mais se fait réveiller à 2h30 du matin par des bruits venant de son salon et de l'extérieur. Déjà, là, ça va pas, là, déjà, moi je suis pas bien. Là, je suis tout seul, là, je suis pas bien ici. Donc, Emmanuel se fait réveiller par ces bruits. Elle essaye d'écouter ce qui se passe, sachant que son chien est dans le salon et n'aboie pas. Elle ne comprend pas parce que dès qu'il y a un bruit, normalement, son chien se réveille et, entre guillemets, monte la garde et aboie dans tous les sens pour prévenir s'il y a quelque chose. Là, aucun bruit de son chien. Son chien est totalement silencieux. On ne sait pas ce qu'il se passe en bas, mais
Emmanuelle est certaine d'entendre des bruits de pas venant du rez-de-chaussée du salon, tandis qu'elle est à l'étage, et ayant laissé sa fenêtre ouverte, elle entend également des bruits de pas provenant de l'extérieur de la maison, que l'on rappelle l'extérieur qui donne sur cette fameuse forêt. Je sais ce qui va se passer, je suis déjà en flip. Emmanuelle à ce moment-là commence vraiment à avoir peur, surtout que les bruits de pas ne suffisent pas apparemment. Ces personnes ou ces choses, on ne sait pas ce qu'il y a en bas et même à l'extérieur de la maison d'Emmanuelle, commencent à parler. Mais Emmanuelle nous explique qu'il ne parle pas français ni une langue qu'elle connaît, c'est-à-dire que ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais, pas de l'espagnol, pas de l'italien, pas une langue connue. Peut-être un dialecte ou quelque chose comme ça, ils ne savent pas, mais ils répètent sans arrêt la même phrase qu'Emmanuelle n'a bien sûr pas du tout compris, mais c'était une phrase vraiment hyper chelou et il répétait ça en boucle, en chuchotant dehors, mais ainsi qu'au rez-de-chaussée. Donc là, Emmanuelle est vraiment totalement paralysée. Elle prend son téléphone, tente d'appeler ses parents. Évidemment, ne répondent pas à 2h30 du matin. Même s'ils sont à des milliers de kilomètres, c'est toujours rassurant d'appeler ses parents. Emmanuelle a donc un réflexe de génie à ce moment-là. Malgré qu'elle soit traumatisée par la peur, elle a son téléphone juste à côté d'elle et appelle la police. Elle n'explique même pas ce qu'il se passe et donne juste son adresse et raccroche par peur que les gens en bas et même à l'extérieur, vu qu'elle a sa fenêtre ouverte, montent et entendent. Au bout d'un moment, cette fameuse phrase que ces personnes répétées s'arrête. On ne sait pas pourquoi, ça s'arrête et les bruits de pas s'éloignent. Emmanuelle a donc encore plus peur parce qu'ils se disent peut-être qu'en fait ils vont juste venir dans ma chambre et que là ils se sont arrêtés pour se regarder entre eux ou je sais pas quoi. Elle se fait des films de fou et elle a totalement raison parce que il y a plein d'inconnus en dehors de sa maison mais également dans son rez-de-chaussée en réalité. Elle a surtout très peur pour son chien qui apparemment ne fait aucun bruit et ce n'est pas du tout normal. 20 minutes après, il n'y a toujours aucun bruit et la police arrive enfin sur les lieux. Emmanuelle descend à toute vitesse en courant vers les policiers. Et là, c'est fini, elle est saine et sauve. Tout va bien. Ou presque. Emmanuelle regarde brièvement autour d'elle, mais quelque chose manque. Son chien n'est plus là. What the fuck? Donc là, Emmanuelle se met dans tous ses états et comprend très vite que ces personnes sont venues dans sa maison, peut-être soit des cambrioleurs, peut-être des tueurs en série, on ne sait pas, ou peut-être des gens de cette fameuse secte qui apparemment feraient des choses vraiment bizarres dans la forêt juste à côté de chez Emmanuelle. Et c'est probablement ce qu'il s'est passé d'après les policiers ainsi que d'après Emmanuelle. Donc Emmanuelle à ce moment-là est totalement dépitée, ne sait plus quoi faire, elle appelle ses parents qui rentrent immédiatement le lendemain matin à la première heure. La police organise des recherches pour retrouver le chien en question, des recherches assez brèves vu que c'est un animal, ils mettent toujours un petit peu moins de moyens que si c'est pour chercher un être humain, ce qui est logique, mais vu les circonstances et la secte et cette fameuse forêt, ils décident quand même d'aller voir. Et la police retrouve dans la forêt, à environ 500 ou 600 mètres de la maison d'Emmanuelle, un grand manoir totalement abandonné avec des bougies, des couteaux. Ah, j'ai pas envie de le dire. Et le chien, ou du moins ce qu'il reste du chien d'Emmanuelle, totalement éventré. What the fuck? Je sais même pas comment elle a fait pour me raconter cette histoire tellement c'est horrible. C'est probablement l'histoire la plus horrible que j'ai racontée depuis le début de cette série. Donc là, la police ainsi que la famille d'Emmanuelle comprennent très vite que c'est cette fameuse secte qui est venue dans la maison d'Emmanuelle croyant qu'il n'y avait personne parce que les parents d'Emmanuelle étaient partis en week-end et avaient donc pris la voiture. Il n'y avait donc plus de voiture devant la maison d'Emmanuelle. Ils ont donc essayé de s'introduire. Ils ont réussi à s'introduire. On ne sait pas comment. Il n'y avait aucune trace d'effraction, que ce soit au niveau de la porte, au niveau des fenêtres, on ne sait pas. Mais ils ont réussi à prendre le chien et à en faire ce qu'ils voulaient, peut-être un sacrifice, des rites. Et peut-être que cette phrase qu'il répétait en boucle, nous dit Emmanuelle, c'était une sorte de rite préparatoire pour le sacrifice du chien, on ne sait pas. Ah, c'est horrible. Les trucs des sectes comme ça, c'est beaucoup trop horrible. En tout cas, Emmanuelle, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Généralement, les abonnés m'envoient des choses qui leur sont arrivées. C'est une mauvaise aventure, mais rien de grave. Là, tu as perdu ton chien en plus de la pire manière possible. Donc, je t'envoie tout mon love. Bon, bah voilà, on va peut-être boire une petite gorgée de seum vite fait là. On va tout de suite passer à la deuxième histoire. Comme ça, voilà, on se chie dessus en boucle. On se chie tous dessus d'un coup. On passe un moment et c'est fini. Donc, passons tout de suite à la deuxième histoire. C'est parti. Donc, cette histoire nous provient d'Inès. Vous avez son Instagram juste ici, si vous voulez aller la voir, je sais pas, lui donner un peu de force pour ce qui lui est arrivé, je sais pas. Et cette histoire s'est passée pendant le confinement. Il y a beaucoup d'histoires qui sont passées pendant ce confinement, beaucoup trop horribles, et celle-là est vraiment bizarre. Inès nous explique que plusieurs faits surprenants, voire vraiment bizarres, ont commencé à se produire pendant ce confinement, notamment par rapport à son petit frère.
Depuis le début du confinement, son petit frère assure voir quelqu'un ou quelque chose qu'il nomme le papa méchant. Suite à ça, la famille d'Inès a demandé à son petit frère de lui expliquer de quoi il parlait ou même peut-être de dessiner ce qu'il avait vu ou ce qu'il disait voir. Et voici sous vos yeux le dessin du petit frère d'Inès concernant ce fameux papa méchant, cette chose ou cette personne qu'il aurait vu. Il explique que ce papa méchant l'aurait totalement traumatisé et c'est pour ça qu'il n'arrête apparemment pas d'en parler. Après avoir fait le dessin, Inès lui demande de lui parler encore une fois de ce personnage. Inès essaye juste de comprendre qu'est-ce qu'a vu son petit frère. Et là, son petit frère lui explique que tous les soirs, en allant se coucher, il voit derrière son rideau cette fameuse personne qu'il appelle Papa Méchant. Il dit avec ces mots « Il me tape, il me fait mal à moi, Sacha ». Car le petit frère d'Inès, on l'a pas précisé, mais s'appelle Sacha. Il ajoute que ce Papa Méchant lui volerait ses jouets. Après, cet événement vraiment bizarre, limite paranormal, ou quelqu'un qui se cache dans la maison, on ne sait pas ce que c'est, il s'en découle un deuxième fait encore plus chelou et beaucoup plus horrible. Ce deuxième événement se produit dans la nuit. Un matin, lorsqu'Inès se réveille, elle repère des traces de sang qui vont de la cuisine en passant par le couloir jusqu'à l'étage. Inès nous explique que c'est une accumulation de sang au niveau du lit de ses parents et notamment du côté de sa mère. Il y en avait partout, sur les vêtements, de partout, mais surtout sur les vêtements de sa mère. Après ça, toute la famille a vérifié qu'elle n'avait pas de plaie ou qu'elle ne s'était pas coupée dans la nuit, peut-être en étant somnambule ou quelque chose comme ça, et il n'y avait strictement rien. Personne n'était blessé, le sang ne venait donc pas de la famille d'Inès. Il y avait donc quelque chose ou quelqu'un qui s'était introduit cette nuit-là et qui avait saigné et qui avait laissé des traces de son sang de partout dans la maison d'Inès. Inès nous explique qu'après ça, elle a vérifié les éviers ainsi que les douches afin de voir si peut-être ces derniers avaient laissé couler de l'eau ou quelque chose. Elle nous affirme que tous les lavabos, éviers ainsi que les douches étaient totalement secs mais que le sang lui était bel et bien frais. Donc c'était bel et bien cette nuit que tout s'est passé. Inès nous explique qu'ils ont donc tout nettoyé et que depuis, il n'y a plus jamais eu aucune trace de sang ou aucun événement de ce genre, que ce soit Papa Méchant, la personne, peut-être un pédophile, un tueur en série, on ne sait pas, qui se cachait dans la chambre de son petit frère, ou même les traces de sang. Voilà, on ne saura jamais et c'est bien mieux comme ça. Mais on se pose quand même des questions. Pourquoi cette nuit-là, il y avait des traces de sang de partout dans la maison d'Inès? Est-ce que ça a un rapport avec ce fameux personnage ou chose qui était Papa Méchant? Est-ce que quelqu'un s'introduisait toutes les nuits chez Inès en regardant son petit frère et en lui faisant apparemment du mal et qu'un jour il s'est mis à saigner, on ne sait pas pour quelle raison, et s'est approché du lit de la mère d'Inès en laissant du sang de partout? On ne sait pas qui c'était, ce que c'était, pourquoi, comment, on ne sait pas et on ne saura jamais. Évidemment, j'attends vos meilleures théories. Les dernières théories que j'ai lues d'ailleurs dans les vidéos d'avant sont ouf. J'attends vos meilleures théories sur cette histoire d'horreur non élucidée et beaucoup trop chelou qui s'est passé il y a seulement 1 mois et demi, car c'était pendant le confinement. J'attends vos meilleures théories dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'est fini. Voilà, on s'est chié dessus tous. C'est fini, vous inquiétez pas. Voilà, tu vas y penser un petit peu de temps en temps. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se cacher chez toi, mettre du sang partout, peut-être faire du mal à ta famille? Je n'espère pas. Je n'espère vraiment pas que tu m'enverras un message sur Instagram. D'ailleurs, il s'affiche ici, mais en réalité, pour toi. Je n'espère pas que tu as une histoire d'horreur horrible comme ça à me raconter, parce que sinon, ça voudrait dire que ce que tu as vécu est beaucoup trop horrible et j'en suis désolé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Évidemment, si vous kiffez ce genre de vidéo, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Enfin, je l'ai déjà dit, mais 9 personnes sur 10 regardent la vidéo et s'abonnent pas. Donc, si vous voulez me donner un petit peu de force et que je continue ce concept de vidéo d'horreur et même plein de concepts qui arrivent, autres, vlogs, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et bien sûr à liker la vidéo si elle vous a fait peur. S'il y a beaucoup de likes, le concept continue de plaire. Donc moi, je continue de kiffer faire ces vidéos et de vous faire kiffer. Ça me fait un immense plaisir, mes French garçons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu l'as regardé, tu peux marquer French Garçon Gang en commentaire. En tout cas, vous êtes les meilleurs. Merci pour tout. Tout ce que j'ai, je vous le dois, mes French garçons. On se voit à la prochaine vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop chiés dessus. Je vous kiffe. C'était Matador. Ciao.